avec l'Allemagne et qui voyait dans l'Allemagne le meilleur modèle économique et social et la meilleure pression militaire, évidemment, par l'occupation qui permettrait de régler définitivement la question des salaires, ce que je dis là démontre que par un processus qui a été relativement long, mais qui a pris des formes aiguës à certaines étapes chronologiques, c'est-à-dire qui ne relève pas seulement de la routine. Les élites françaises, dirigées non pas par les hommes de main, non pas par les hommes politiques, non pas par les journalistes corrompus, non pas par les militaires, mais par les hommes d'affaires, que ces élites ont décidé de la défaite de la France parce que, après l'échec de tous les projets dictatoriaux dont j'ai parlé, il ne restait plus qu'une solution, que d'ailleurs certains grands patrons avaient annoncé à leurs ouvriers, et pas de manière, je dirais, purement sarcastique. Quand Hitler viendrait en France, messieurs, quand Hitler viendra en France, vous serez plus tranquilles. Eh bien, nos élites ont décidé qu'Hitler viendrait en France. C'est-à-dire qu'il aurait été bon, je dirais, ou plus logique, qu'un historien commença par ce livre et termina par l'histoire de la collaboration économique. Ça n'a pas été possible à cause des questions d'archives, hein, puisqu'il a fallu attendre les 60 ans pour avoir un accès plus grand aux archives des années 30. Mais, alors me direz-vous, c'est une énormité. Forcément, vous vous trompez, parce que vous dites une chose tellement énorme que c'est pas possible. Bien entendu, on l'aurait su. Alors, je me suis attendu à cette objection, qui, il est vrai, au terme de mon livre, ne vaut plus, mais quand même, je suis très scrupuleuse. Donc, j'ai fait une conclusion et un épilogue. Et dans l'épilogue, j'ai expliqué au lecteur pourquoi lui-même, ses parents et ses grands-parents n'ont rien su. Et en particulier, pourquoi ses parents et ses grands-parents n'ont pas su. Tout simplement parce que le jeune État gaulliste s'est bien arrangé pour que rien ne fût connu de la population française. Nous étions dans la sphère d'influence américaine, par conséquent dans la sphère de maintien du statu quo économique et social, certes. Même s'il y avait une révolution, elle serait écrasée dans le sang. Il y a des chances, hein, on a le cas grec, on le connaît. Bon. Mais tout de même, imaginez, d'abord ça aurait peut-être été difficile, imaginez ensuite que la population française, dont 60% avaient perdu en moyenne 12 kilos, 12 kilos, hein, quand même, les ouvriers employés, ils ont perdu de 40 à 44, hein. Imaginez que la population française puisse apprendre ce qu'on lui avait réservé. Elle aurait été beaucoup plus colérique que finalement elle ne l'a été. Donc le gouvernement de Gaulle, il a fait un coup d'éclat. Il a fait exécuter un homme de la synarchie, un seul, Pierre Pucheux. Et encore, il a mis ça sur le dos des communistes, parce que comme Pierre Pucheux s'était conduit, comme certains savent ici, contre les communistes, on a dit, bah, c'est la pression des communistes. Pas du tout. C'était pour avertir les Anglais et les Américains que ça commençait à bien faire, hein, parce que Pucheux s'était mis d'accord avec les Américains. Comme les Américains voulaient faire un Vichy sans Vichy, ils voyaient Pucheux, Giraud, Pucheux, etc. Donc De Gaulle les a prévenus, il leur a dit, par cet avertissement, ça a été très clair, moi je le montre par les archives contemporaines, hein, il leur a dit, messieurs, pas trop, hein, quand même. Et après, on n'a plus touché à ces hommes. Et vous savez ce qu'on a fait pour ne plus toucher à ces hommes? Il y avait quand même évidemment des choses qui s'étaient accumulées au fil des années. Donc par exemple, les griefs contre les chefs d'accusation, qui étaient non seulement la collaboration, mais l'intelligence avec l'ennemi, ce qui est bien plus grave, hein, parce que on peut dire, bon, on les a, qu'est-ce que vous voulez, faut faire avec, hein, mais quand on les a amenés, c'est quand même une autre chose. Donc il y avait d'une part l'article 75 et suivant du Code pénal, qui régissait et punissait l'acte de haute trahison, ou d'intelligence avec l'ennemi, et puis il y avait le 87, qui punissait la collaboration. Et bien vous savez comment on a fait? On a fait disparaître le premier tout de suite, et le deuxième un peu après. Et ces hommes sont restés.
Mais c'est vrai, je veux dire, je n'ai rien inventé. C'est vrai, mais on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce qu'on n'avait pas accès aux sources ou accès insuffisant aux sources. Ça y est, tout le monde est rassuré, on a accès aux sources. Par conséquent, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit le plus intégral, ils vont aller regarder les sources et ils vont aller dire qu'Annie Lacroix-Riche dit des bêtises, je les attends avec beaucoup d'intérêt. Et je me contente d'aller faire des années d'incursion dans des archives, de sources extrêmement diverses, de les croiser. Les archives sont atroces, ceux qui font de la recherche ici le savent, ceux qui n'en font pas, il faut qu'ils en soient bien conscients. Les archives sont épouvantables, et vous n'avez une vision édulcorée de l'histoire que parce qu'un certain nombre d'historiens acceptent de ne pas les voir, de ne pas les croiser, et même parfois de les voir de moins en moins, et par conséquent de n'avoir même pas le problème de les croiser. Voilà la réalité. Des historiens de très grande valeur avaient fait de l'histoire du temps présent, en particulier les historiens anglais qui se sont occupés de la chose pendant la guerre et qui avaient démontré avec des pièces officielles tout ce qui arrive aujourd'hui sous forme de révélation, tout simplement parce que les archives sont des archives nouvellement révélées. Alors, la deuxième question que vous évoquez, c'est une question qui nous provoquerait, vous vous en doutez, un débat au moins aussi long. Bien entendu que la similitude avec ce qui se passe aujourd'hui est frappante. Alors, vous dites la petite bourgeoisie, les élites intellectuelles. Bon, du point de vue des élites, c'est la même chose. Je dirais que du point de vue des élites intellectuelles, mon sentiment personnel serait que la situation est plus grave qu'elle n'était en 1940. Je veux dire, dans ma discipline, je l'ai dit, puisque j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle l'histoire contemporaine sous influence. Je considère que l'histoire est en posture de dépendance à l'égard des élites dirigeantes plus grande qu'elle n'était en 1940. Mais s'il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui ne paniquent pas et qui font beaucoup paniquer ceux qui paniquent. Eh bien, vous avez entièrement raison. Il faut les empêcher de nuire. Ah oui, mais comment? Ah ben il faut reconstituer un mouvement qui soit en mesure de les tenir en respect. Mais si, il y a des militants, il y a qu'à reconstituer les organisations. Je suis désolé, mais de toute façon, c'est pas la peine de se mettre la tête sous le sac si on ne le fait pas. Oui, c'est sûr. C'est ça la question. Mais ça aurait été intéressant qu'on en discute beaucoup plus, parce que justement, moi je trouve que là, on est à un moment où on sait vraiment plus. Moi je sais pas si je vais voter, quoi. Même là, ah ben on ne sait pas si on va voter compte tenu de ce qu'il va y avoir à voter, voilà. C'est pas évident. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir agir autrement. Oui. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?